Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine, nous rencontrons cette semaine une femme de communication, membre de la communauté CRI de Waswanipi, Sophie-Claude Miller. Bonjour Mathieu. Née d'une mère allochtone et d'un père CRI et portant fièrement cette double ascendance, Sophie-Claude Miller vit à Montréal. Elle a également passé plusieurs années en Eyou-Istchee, la région de la baie James, la terre des CRI. Sophie-Claude Miller a travaillé notamment dans l'enseignement et comme intervenante psychosociale auprès des clientèles itinérantes, particulièrement autochtones. C'est dans ce contexte qu'elle a participé à la création du refuge de projets autochtones du Québec. Depuis plusieurs années, Sophie-Claude Miller s'investit avant tout en communication. Elle a été gestionnaire de l'unité CRI de CBC North de 2020 à 2023 et est maintenant co-animatrice de l'émission de radio Coué Bonjour, dont elle assure aussi la sélection musicale. Au fil de cette rencontre, notre invitée s'exprime en toute sincérité sur son parcours singulier. Elle raconte sans détour sa rencontre à l'âge adulte avec son père CRI, un ancien pensionnaire du Mohawk Institute de Brantford, en Ontario. À notre micro, Sophie-Claude Miller dénonce également plusieurs clichés, parfois cocasses, qu'elle entend encore sur les Autochtones et nous expose son point de vue sur le journalisme autochtone. S'adresse-t-on de la même façon aux Autochtones et aux Allochtones? Aborde-t-on les mêmes sujets? Peut-on tout dire aux uns et aux autres? Sophie-Claude Miller, bonjour. Bonjour. Vous êtes une membre de la communauté CRI de Waswanipi dans Eyou-Istchee. Eyou-Istchee, oui. Eyou-Istchee. Qu'est-ce que c'est que Eyou-Istchee? Eyou-Istchee, c'est la baie James dans le Québec, mais aussi dans l'Ontario, parce que pour nous, avant, le Québec et l'Ontario n'étaient pas séparés, bien évidemment, et c'est la terre du peuple. C'est ce que ça veut dire quand on traduit vraiment, là. Donc, c'est la terre des CRI. Oui, finalement. Exactement, ouais. Vous êtes né à Montréal d'une mère québécoise et d'un père CRI, donc vous avez une double ascendance, mais vous avez vécu plusieurs années dans votre communauté de Waswanipi. Oui, je m'identifie vraiment à mes deux côtés, tant québécoise qu'autochtone. Je suis très fière de ces deux origines-là. Puis oui, c'est ça, j'ai vécu quelques années. J'ai vécu, quand j'étais enfant, là, bébé, là, autour de un an et demi, j'ai vécu là, à peu près un an et demi avec ma mère sur la communauté. Puis après, elle préférait se déplacer. Donc, on est allé dans le coin de Saint-Eustache. Et après, moi, j'ai été même aussi en famille d'accueil à mon adolescence, jusqu'à mon cégep. Et puis, c'est ça. C'est plus tard que j'ai rencontré mon père à l'âge de 19 ans. Oui. Mon père était un survivant de pensionnat pour Indiens. Et donc, avec les problématiques qu'il avait développées suite à ce qu'il avait vécu dans les pensionnats. Donc, mon père était alcoolique. Et ma mère québécoise, préférait ne pas m'élever autour de ça. Ce que je comprends parfaitement et que mon père aussi comprenait parfaitement. J'ai eu la chance de le rencontrer plus tard et je pense que c'était une bonne décision pour tout le monde. Des fois, c'est ça qui est le meilleur contexte pour bien grandir. Et comment ça s'est passé quand vous l'avez rencontré, finalement? Au départ, moi, je suis allée au Centre d'amitié autochtone de Montréal parce que j'étais pas adoptée, mais mon père n'était pas déclaré. J'avais son nom, le nom de mes grands-parents et la communauté d'où je venais. J'avais vraiment de l'information assez précise. Mais étant donné que j'étais pas adoptée, je pouvais pas aller chercher dans des registres d'adoption ou etc. Donc, ma travailleuse sociale des services sociaux m'avait recommandé d'aller peut-être au Centre d'amitié autochtone pour être en contact avec des membres de la communauté autochtone pour m'aider à le retrouver. Ce que j'ai fait, et en travaillant là, après 6 mois, quelqu'un a fini par me dire, ton père a un bureau à Montréal en passant. Je dis, pardon? Oui? Ah oui, il travaillait pour le gouvernement de la Nation CRI.
Et donc, la première fois, je suis allée porter une lettre disant, ben, j'aimerais te connaître, je suis telle personne, je présume que tu sais qui je suis, que j'existe et tout. Et il n'avait pas répondu. Donc, après un mois, je suis retournée avec une deuxième lettre. Cette fois-là, c'était la dernière lettre que j'allais lui laisser si il était pas là. Et en fait, il m'a reçu à son bureau, donc j'ai pas eu à lui donner la deuxième lettre. On a discuté. Dans les mois qui ont suivi, il a déclaré sa paternité parce que ça avait pas été déclaré, tu sais, dans le processus là, sur mon certificat de baptême et de naissance. C'était pas reconnu là. Ma mère a préféré se protéger, je présume, comme ça, là. Puis, ben, c'est ça. Après, j'ai découvert que j'avais un demi-frère, une demi-sœur et une très, très grande famille à West-Wanipi aussi. J'ai rencontré mon père en 99, découvert mon père, en 99. Et c'est en 2005 que je suis retournée pour la première fois en tant qu'adulte dans ma communauté. Quand je suis allée là-bas, j'ai eu un accueil vraiment chaleureux. Même ma tante me disait, je me demandais si on allait te revoir un jour. Donc, c'est touchant. Les gens savaient que j'existais, puis je sens vraiment encore à ce jour que je fais partie de leur vie, puis c'est important pour moi. Ma mère m'a vraiment élevée à Saint-Eustache, plus en milieu québécois. En fait, même jusqu'à l'âge de 14 ans, je savais pas que j'étais autochtone. Je savais que j'étais métissée, si on peut dire. J'aime pas tant le terme métissée, mais je voyais bien que ma mère, avec des cheveux roux, les yeux verts et peu de lèvres, la peau très blanche avec beaucoup de taches de rousseur. Irlandaise. Irlandaise, écossaise. Ouais, c'est ça. C'était clair que je venais d'ailleurs. Mais ma mère avait été missionnaire laïque en Haïti, en Afrique, au Mexique et dans des communautés autochtones. Et étant donné mes caractéristiques physiques, je me dis, ben, je suis peut-être latina, je suis peut-être autochtone. Donc, c'est à l'âge de 14 ans que j'ai su quelles étaient mes origines, mais c'est pas avant vraiment l'âge de 19 ans que j'ai vraiment reconnecté au niveau culturel avec la culture autochtone. Par le biais de mon travail, en fait. Ah oui? Ben, c'est ça, c'est en travaillant au Centre d'amitié autochtone de Montréal. J'ai travaillé pour le Centre des jeunes du Centre d'amitié pendant 5 ans. Aussi, pendant ces années-là, c'est là que j'ai travaillé pour le refuge de foyers pour femmes autochtones de Montréal. Et puis, c'est dans ces années-là aussi qu'on a commencé à créer PAC, le projet Autochtone du Québec, qui est un refuge pour autochtones aussi à Montréal. Donc, c'est à travers ça, à travers les activités qui avait lieu, que moi-même je pouvais reconnecter avec mes origines. Mais parlez-nous un petit peu, justement, puisque vous abordez le sujet de projet autochtone du Québec, du refuge. Oui. C'est un refuge vraiment important. Moi, quand je travaillais à temps partiel comme animatrice au départ au Centre des jeunes pendant 3 ans, il y a des jeunes qui arrivaient des fois complètement découragés. C'était surtout des hommes. Il y avait quelques femmes, mais c'était surtout des hommes qui arrivaient complètement découragés. Ils s'étaient fait voler leurs souliers en pleine nuit. Ils mettaient leurs souliers en dessous des barreaux de leur lit. Puis là, ben, il y a une gang qui arrivait pendant qu'ils dormaient, ils levaient leur lit, puis ils volaient leurs effets personnels, leurs sacs, leurs souliers et tout. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, les gars, là, déjà là, votre quotidien est déjà assez difficile. Le fait de pas pouvoir bien dormir la nuit, c'est atroce, c'est intense. Puis clairement, il y avait un besoin. Et donc, avec un étudiant en criminologie de l'Université de Montréal, on a commencé à faire des tables de concertation pour que ces gens-là qui avaient des besoins puis qui allaient dans d'autres refuges non autochtones viennent nous parler de ce qu'ils vivaient, de leur réalité et de leurs besoins, dans le but de transcrire ça et de faire des demandes de subventions, ce qui a créé maintenant Projet Autochtone du Québec, PAC. Maintenant, il y a même des appartements en transition, il y a 2 refuges, vraiment, il y a beaucoup de projets. Je suis très fière de voir où est-ce que c'est allé. Et pour moi, ce qui me réchauffe le plus le cœur, c'est les membres de la communauté qui ont fait accès à des services culturellement appropriés. Quelqu'un qui arrive avec la nourriture traditionnelle, faire un cercle d'artisanat de culturellement approprié, tout ça là. L'approche aussi avec des services de thérapeute ou peu importe, qui soient culturellement appropriés à eux aussi. Là. Mais aussi, c'est sécuritaire, disons-le, parce que, tu sais, quand tout le monde est en difficulté, il y a plus de tension en général, tu sais. Quand on se ramasse dans des refuges parce qu'on est en situation d'urgence, là, c'est parce que ça va pas nécessairement bien dans notre vie, puis ça affecte notre psyché très certainement. Donc, ouais, ça, je suis très fière d'avoir contribué à rendre le quotidien des membres de la communauté plus facile. Vous avez travaillé beaucoup avec les populations itinérantes. Quels sont les besoins particuliers des populations itinérantes autochtones? Il y a des codes de communication.
Je dirais avec les Inuits, par exemple, quand ils vont dire oui, ils vont juste lever les sourcils. Puis s'ils vont dire non, ils vont plus les froncer en plissant le nez un peu. Quand on ne sait pas, on se dit, ce qu'ils font, ils font des simagrées, là, de quoi, qu'est-ce qu'ils font? J'ai posé une question, la réponse c'est oui ou non. Mais là, ça fait 3 fois qu'ils disent oui. Mais si on le sait pas, on sait pas. Il y a besoin aussi d'activités culturellement appropriées. Peut-être faire de la sculpture sur pierre à savon, ça va les aider à les reconnecter, puis là, ils savent qu'ils peuvent vendre ça. Ça leur donne une confiance en leurs compétences, mais aussi à leur savoir culturel. Moi, j'en ai vu qui étaient pas mal en difficulté, puis maintenant sont rendus plutôt qui donnent des cours de sculpture sur pierre à savon. Donc, c'est inspirant. Moi, ma perception, ça a toujours été que pas parce qu'on est en difficulté qu'on n'est pas des membres de la communauté. Dans mon expérience avec les gens en difficulté, il peut y avoir tant des avocats, des ingénieurs, ça veut rien dire. C'est sûr que les Autochtones Inuits, avec les contextes historiques, on comprend qu'il y a des séquelles plus importantes, mais on n'est pas moins des membres de la communauté quand on est en difficulté. Est-ce que les intervenants maintenant sont mieux formés qu'avant? Les intervenants allochtones, est-ce qu'ils sont mieux formés aux réalités autochtones? Je dirais que ça dépend des organisations. Il y a des organisations qui sont plus... qui priorisent les formations interculturelles, les ateliers de sensibilisation culturelle, etc. Il y en a, je pense, qui sont plus sérieux que d'autres ou qui ont une meilleure compréhension que d'autres. Il y en a parfois qui vont dire, bon, OK, on a fait un petit 2 heures, là, c'est parfait, maintenant, tout est beau, on a coché la case, c'est fait, c'est fini, là, hein, mais je pense que ça va un peu plus loin que ça, puis c'est d'avoir aussi un espace où est-ce que les non-autochtones puissent poser des questions. Moi, quand je faisais des ateliers, justement, de sensibilisation culturelle, moi, j'amenais un tableau, est-ce qu'on écrivait, puis là, j'étais comme, OK, Autochtone 101. Est-ce que c'est vrai qu'on paye des taxes? Est-ce que c'est vrai qu'on paye pas d'hydro? Est-ce que c'est vrai que... Allez-y, là, c'est le temps. Là. Toutes les questions que vous voulez savoir, là, est-ce que c'est vrai qu'il y a des plumes qui vont me pousser dans les cheveux? Est-ce que c'est vrai vous avez entendu ça, quand même? Oui, est-ce que c'est vrai que je peux analyser vos rêves? Est-ce que c'est vrai que... Il y a des choses là qu'on entend, là. Il y a des stéréotypes parce que c'est vraiment dû à la méconnaissance, mais moi, j'ai vu des gens issus d'immigration plutôt blanches, plutôt caucasiennes, où est-ce qu'ils ont comme un peu l'impression qu'on est des êtres magiques. Ah oui, la fascination, là. Oui. On aurait comme une aura spéciale, ou est-ce que... Je trouve ça... c'est juste un manque de connaissances. Là, ça folklorise l'autre aussi. On n'a pas de vraie relation avec quelqu'un qu'on trouve magique. Là. Oui, exactement, exactement. Vous avez été gestionnaire de la programmation et du journalisme pour l'unité CRI de la CBC North Québec. En quoi consistait votre tâche? J'avais une équipe de producteurs et de journalistes tant à l'écrit, à la radio et à la télévision. Et moi, j'étais leur gestionnaire, donc je m'assurais de leur succès, de leur développement. Il y en a pour qui j'ai pu débloquer des opportunités comme commenter une partie de hockey pendant les Olympiques en langue cri. Donc, tu sais, moi, aussi... Quand j'étais à CBC Radio-Canada, c'était de siéger sur des comités très importants. On a développé, avec le comité autochtone, on a développé un programme vraiment avec un bureau autochtone pour CBC Radio-Canada pour qu'il fasse mieux, en fait, comme employeur, comme aussi comme prestataire de services pour les communautés autochtones. On a fêté le 50e anniversaire de l'unité CRI ensemble aussi, donc c'était d'organiser ces célébrations-là. Ah, quand même, c'est pas jeune, l'unité CRI. Ouais, ils ont fêté leur 50e le 2 ans. Oui. Donc, pour moi, ça touchait vraiment quelque chose dans mon âme. Où est-ce que mon père, qui était allé en pensionnat, avait des sévices, là, parce qu'il parlait sa langue, il se faisait enfermer, il se faisait battre. On va arrêter là, mais c'est ça. Il a subi des sévices, parce qu'il osait essayer de parler sa langue en pensionnat pour Indiens. Et là, je me trouvais à travailler avec une équipe qui célébrait la langue cri. On essaie toujours d'avoir un niveau de langue cri excellent aussi. Donc, je suis très fière d'avoir travaillé avec cette équipe-là.
Et puis là, depuis plus récemment, vous êtes à Coué Bonjour. Oui. Vous co-animez avec Alexis Wawanoloa. Oui, ben c'est un ami aussi, donc c'est un plaisir de travailler avec lui. Moi, en fait, Coué Bonjour, au départ, j'avais été engagée avant Alexis pour travailler avec Monsieur Blondin, qui était le co-animateur dans les premières années. Et c'est même moi qui avais trouvé le titre pour Coué Bonjour. Mais puisque j'avais accepté le défi à CBC North, CBC North voulait pas me partager, et donc j'avais dû démissionner et j'avais recommandé Alexis. Donc, quand Monsieur Blondin, Robert Blondin, a quitté l'émission Coué Bonjour, ben, Alexis a dit « Hey, ça serait le fun d'avoir une femme, peut-être, Sophie Claude, pour venir co-animer. » Et donc, c'est pour ça que je suis là. Moi, ça me fait vraiment plaisir de reprendre le micro, de pouvoir retourner à raconter des histoires, raconter les gens, aller à la rencontre de gens aussi. Pour moi, c'est très, très motivant. Je suis très heureuse de faire ça. Oui, c'est une émission d'entrevue. Oui, oui, exactement. Coué Bonjour. Oui, on a un segment plus actualité, plus artistique, puis après, on fait une petite revue d'actualité, puis j'ai le plaisir aussi de faire la sélection musicale. Et c'est diffusé sur Canal M, qui se définit comme une radio qui favorise l'inclusion, notamment des personnes handicapées à l'origine, mais maintenant de toutes sortes de situations minoritaires, diversité. Vous parliez dans une entrevue de inclusion réelle. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion réelle? L'inclusion réelle, pour moi, c'est d'aller plus loin que cocher des cases. D'aller plus loin que d'avoir un petit stagiaire là, qui va venir pendant 10-12 mois puis dire « Ben merci, trouve-nous donc le stagiaire de l'année prochaine. Oui, des fois, on a une expertise pour raconter des histoires autochtones. Mais aussi, des fois, on peut être très, très bon pour raconter des histoires qui sont absolument pas autochtones. Le fait de se raconter, le storytelling, comme on dit en anglais, c'est une valeur, une tradition tellement importante au sein des communautés autochtones et cris. Pour nous, c'est inhérent en nous. Est-ce que vous avez cette impression-là qu'on confine les Autochtones aux questions autochtones? Non, je pense pas. Ça évolue, mais en même temps, on peut pas juste exclure les Autochtones. Si on a des Autochtones dans une équipe, mettons, ici, à la table, on serait 4. Il y a une personne autochtone puis un sujet autochtone qui s'en vient. C'est sûr que je vais arriver avec mes contacts, une confiance déjà établie, un contexte culturel et historique que je comprends, une façon d'interagir avec la communauté qui va être culturellement appropriée. Je sais que si je m'en vais à telle communauté, ben je vais m'annoncer au conseil de bande. Je vais m'annoncer à des membres de la communauté, dire « Hey, je veux m'en venir. J'aimerais parler de ça. S'il y en a qui aimeraient venir me parler avec moi, ça serait bien agréable. Mettez-les en contact avec moi. Au lieu de juste arriver puis dire « Bah non, les réserves, c'est à tout le monde peut venir ici, ça appartient à personne. » Il y a une façon moins cavalière, plus agréable pour les membres de la communauté. Vous avez dit aussi que nous devons de différencier le contenu qui est pour les autochtones et ce qui est pour les non-autochtones. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certaines nouvelles qui vont être intéressantes pour les deux, tant pour les non-autochtones que pour les autochtones. Il y a des nouvelles qui vont être vraiment plus intéressantes pour les autochtones, puis d'autres qui vont être vraiment plus pour les non-autochtones. Mon exemple, je vais donner les powwows. Moi, si je fais un article Powwow 101, bon, ben, qu'est-ce que c'est une régalia? Qu'est-ce que c'est si? Et à quoi on peut s'attendre? Ça, c'est un article que je dirais qui peut être plus pour les non-autochtones. Parce qu'on explique un petit peu l'Autochtone 101. Et c'est qui les 11 nations au Québec? C'est quoi vraiment un autochtone puis un pas autochtone? Ces affaires-là, ça va être vraiment plus de l'éducation qui est pour les, je dirais, vise plus les non-autochtones. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire? Ben, c'est un peu paradoxal comme question. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux allochtones à propos des questions autochtones ou inversement qu'on ne peut pas dire dans un article qui s'adresse aux autochtones? Moi, je pense qu'on peut tout dire et on peut tout faire. Il s'agit de savoir quand et comment. Donc, la diplomatie, je pense que c'est très important. Puis, la communication est très importante aussi. Il faut que le respect soit là. Il faut que les bons termes soient utilisés. Quand on dit le mot indien, ben, c'est parce qu'on parle de la loi sur les Indiens. C'est comme moi, personnellement, tu sais, j'aime beaucoup la science puis la biologie, mais je suis pas une experte là-dedans. Je pourrais commencer à écrire quelque chose sur la biologie puis je m'y connais pas tant. Est-ce que ça serait intéressant pour les biologistes? Probablement pas. Vous avez abordé plusieurs clichés, les plumes qui poussent dans la tête, les taxes, Hydro-Québec et tout ça. Quels sont les clichés qui vous agacent le plus? Quels sont les clichés que vous aimeriez le plus détruire? Il y en a plusieurs.
Premièrement, on serait des gens profiteurs du système paresseux, tous drogués, alcooliques. Les contribuables payent pour nous, là. Moi, à part avoir eu du chômage pour lequel j'ai contribué moi-même, je touche du bois, j'ai jamais eu besoin d'avoir de l'aide sociale. J'ai travaillé toute ma vie. Mais par contre, quand je me promène dans les rues, surtout dépendamment de comment je suis habillée, comme là, j'ai des petites boucles d'oreilles discrètes avec un petit nouk-chouk, mais j'ai des grosses boucles d'oreilles très longues, perlées, avec des couleurs vivantes, je risque de plus me faire interpeller ou plus me faire suivre à la pharmacie, là, ou même à l'épicerie. Oui? Moi-même, je le vis, là. Moi, des fois, je me fais interpeller, juste un petit contrôle, là, les policiers. Quand je travaillais à Radio-Canada CBC, je faisais exprès de laisser traîner ma carte d'affaires, là. Quand je voyais qu'ils l'avaient vue, là, je sortais ma carte d'identité. Fait que ça passait de « T'as-tu tes cartes, toi? » à « C'est bien beau, ça, ma petite madame, avez-vous besoin d'un lift? » Donc, il y a un manque d'éducation populaire. Le racisme, c'est quelque chose qui, malheureusement, peut exister d'un côté ou de l'autre. Moi, dans ma communauté, je me suis déjà fait dire, dans ma communauté autochtone, bon, c'est bien, toi, tu viens de la ville, t'es moitié blanche, j'étais comme pas assez autochtone pour eux. Puis quand je suis dans le milieu urbain, là, à Montréal, je suis vraiment en autochtone. Donc, moi, avec les années, je suis sûre qu'à l'âge que je suis rendue, je me suis dit, je suis les deux, là, c'est à vous à gérer ça, là. Moi, je suis bien là-dedans. Moi, je suis très fière de mes deux origines. J'aime beaucoup la littérature francophone, québécoise. Moi, il y a des pièces de théâtre québécoises qui m'ont marqué. J'ai des amis québécois. J'ai des amis autochtones. C'est très important pour moi. J'ai des amis qui font du théâtre autochtone. Tout ça est très important. Mais j'avoue que je m'identifie peut-être plus à mon côté autochtone. Pas juste parce qu'on me le rappelle, mais c'est un peu le côté qui m'avait manqué quand j'étais plus jeune et qui fait partie quand même de moi. Je regarde mon père quand je l'ai rencontré, il me disait, des fois, t'es comme plus autochtone que moi, là. Ou quand je marchais Qu'est-ce que ça veut dire être plus autochtone que parce que j'allais dans des powwows, je participais à des ateliers de danse, des ateliers d'artisanat, etc. Donc, une curiosité pour la culture. Oui. Donc, pour ça, il me disait ça. Puis, pour moi, c'est important de prendre le temps de reconnecter avec ça le plus que je peux. Comment est-ce qu'on vit, quand on est autochtone, comment est-ce qu'on vit en ville? Parce qu'il y a beaucoup d'autochtones qui vivent en ville. Comment est-ce qu'ils vivent l'urbanité? Personnellement, moi, je préfère vivre en milieu urbain. J'aime beaucoup, beaucoup la nature, par contre. J'ai mes petits oasis en ville. J'aime bien le parc Jean-Drapeau, j'aime bien le Mont-Royal, j'aime bien le jardin botanique. C'est des endroits importants pour moi pour pouvoir me ressourcer. Et pourquoi je préfère vivre à Montréal, en ville en tout cas? Non seulement ça fait très longtemps que j'habite à Montréal et j'ai beaucoup d'amis à Montréal, j'aime la vie culturelle. Au niveau de la vie professionnelle et des études aussi, il y a une offre très généreuse à Montréal, tant en français qu'en anglais. Et il y a vraiment un gros manque de logement dans les communautés autochtones. Et dans ma communauté, quand j'ai vécu dans ma communauté, je sous-louais une maison d'une cousine ou je louais une chambre chez une cousine. Là, à un moment donné, il y a eu un incendie. Fait que là, toute la maisonnée de là-bas s'est ramassée chez nous. Là, on était 3, 4 dans le lit double. J'alternais dormir sur le divan avec mon cousin une nuit. L'autre dormait sur un matelas de sol par terre. Puis c'est malheureusement la réalité. C'est tout un défi. Et dans la communauté, les opportunités d'emploi aussi, c'est assez limité. Moi, je faisais de la suppléance pour l'école, du pré-maternel jusqu'à secondaire 5. Mais quand l'école était fermée pendant la période estivale, je me suis ramassée à travailler au casse-croûte, à aller servir des poutines puis faire la caisse, là, parce que je voulais pas me mettre sur le bien-être social. Au niveau du logement puis au niveau de l'emploi, c'est vraiment les choses qui font que je suis moins heureuse dans ma communauté. J'aime aller visiter ma communauté, j'aime aller séjourner pour des vacances, mais vivre là à temps plein, moi, personnellement, avec ma personnalité, j'ai de la difficulté. Je pense que ça paraît aussi que j'ai été élevée avec ma mère québécoise. Peut-être que j'ai des façons de penser, des façons de faire. Moi, je regarde mon cousin une fois, quand je suis allée la première fois à West-Wanipi. Il me dit « Hey, demain, je vais passer te voir. » Je dis « Ah oui, à quelle heure? » Je dis « demain, là. » « Ouais, mais non, mais dis-moi quelle heure, je vais être certaine d'être là, tu sais. » Il dit « Tu sais, Sophie, c'est pas demain, ça va être un autre jour, hein. » Trop citadine. Ah, oui, vraiment. Vous faites beaucoup de sensibilisation.
Quelle est la chose que vous aimeriez que tout le monde sache des Autochtones? Bon, la question est vaste parce que les Autochtones, c'est beaucoup de gens, c'est très diversifié. Oui. Mais quelle est la chose que vous aimeriez que tout le monde intègre vraiment bien? Bien, je pense que tout le monde doit faire un petit devoir de mémoire de regarder la carte des nations autochtones du Québec, peu importe où ils sont, ou au Canada, là, et regarder quelle communauté est proche de chez eux. Probablement que la ville où est-ce que vous habitez était, dans le fond, avant, appartenait à un territoire d'une communauté donnée. Ça serait bon que vous puissiez dire bonjour, merci dans la langue. Bonjour, au revoir, merci. Les 3 mots de base. Apprenez les nations. Allez à leur rencontre quand il y a des festivals comme Inunigemo, un gros festival de musique à cette île, là, à Maliotenam. C'est tellement une belle occasion de rencontre. Allez au festival de présence autochtone ici à Montréal. Allez à Coué, à Québec. Allez à notre rencontre où est-ce que c'est des contextes appropriés. Puis c'est là que vous allez vous rendre compte que, comme tout le monde, on n'est pas parfait, mais je pense qu'on a beaucoup de grandes qualités. On a du monde qui aime rire. On a des gens qui ont beaucoup à offrir. On a des gens généreux. Puis c'est en venant à notre rencontre que vous allez avoir probablement moins de stéréotypes. Si vous en avez, des fois on a des biais, puis c'est inconscient. On en a tous des biais inconscients. Donc ça serait peut-être de consulter des publications comme qui est gratuite en ligne, Métérialité sur les peuples autochtones, rédigée par Pierre Lepage en collaboration avec des organisations autochtones comme l'Institut Tchakapèche. C'est important de s'éduquer un peu. Je vais être beaucoup plus intéressée à discuter avec toi si tu me dis « Hey, j'ai lu ça dans, justement, Métérialité des peuples autochtones » ou « J'ai lu le dernier livre de Cindy Wilde qui parle des droits puis des femmes autochtones disparues, assassinées. » D'avoir une discussion qui va plus loin de là, toi, tu payes pas de taxes, là. Tu sais, le Autochtone 101, là, je pense que ça, il faudrait aller un peu plus loin que ça. Ouais. Mais pour commencer, on va vous écouter à Coué Bonjour sur les ondes de Canal M toutes les semaines. Ah oui, c'est un plaisir vraiment de co-animer ça avec un ami. Puis c'est vraiment passionnant pour moi. J'ai vraiment un plaisir à me raconter puis d'avoir le privilège d'avoir un micro. Merci Sophie-Claude Miller. Ça me fait plaisir. Kitchemegwetch, merci. Kitchemegwetch. Un grand merci à la communicatrice Sophie-Claude Miller d'avoir évoqué pour nous son étonnant parcours en toute franchise et liberté. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus? Visitez notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Et d'ici là, nous restons à l'écoute de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.